on arrive un peu à la fin de cette présentation, avec maintenant la conférence sur le financement dont on a pas mal parlé, que vous attendez tous, puisque effectivement elle est un peu le nerf de la guerre, hein, je crois, ni plus ni moins. Et donc, c'est particulièrement important, je pense, d'écouter un peu tous nos intervenants. Philippe Meunier, bonjour. Alors, pour vous dire quand même, on va avoir à la fois Armelle Guillaumache qui est du ministère des Affaires étrangères, les gens de l'AFD qui seront effectivement aussi connectés, aussi bien que donc Pierre-Antoine Prinet, que Sylvia Poudou, que Dominique Richard qui est chef de projet climat du Fonds français pour l'environnement mondial, Vincent Marinet de la DG Trésor et du bureau Finater, donc, et Pedro Novo, bien sûr. Et ensuite, nous aurons aussi le partenariat public-privé grâce à Benoît Cousteau qui va nous faire en 4-5 minutes un digest. Sophie Lanternier qui est responsable du syndicat départemental de l'énergie d'Ille-et-Vilaine, qui va nous parler du 1% financement de l'énergie. En fait, il y a plein de solutions, c'est incroyable. Et donc, on va commencer avec Armelle Guillaumard, pardon. Bonjour Armelle. Merci alors de prendre au pied de V, parce que je crois que l'ambassadeur Christine Moreau qui devait intervenir, je ne sais pas si vous avez votre son, il faut peut-être réactiver votre son. Qui devait venir a été appelé, je pense, dans le cadre de la visite du président togolais par le président de la République. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des financements pour les collectivités dans le cadre de ce que faisait le MAE. Dites-moi un petit peu ce que fait le ministère des Affaires étrangères sur le sujet et la direction de la coopération. Alors, en fait, la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales est au sein de la... Alors, vous entendez assez mal, si vous pouvez parler le plus fort. Vous m'entendez ou pas? Voilà. Attendez, je vais augmenter le son. Est-ce que c'est mieux? C'est bien mieux. Voilà. Donc, la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales est une délégation directement rattachée au directeur général de la mondialisation et des partenariats. Et à ce titre-là, travaille avec l'ensemble des services de la grosse DGM de manière transversale et a comme principal partenaire les collectivités territoriales françaises et leurs établissements publics existants. Et dans ce cadre-là, elle mène une action de soutien à l'action extérieure des territoires et notamment des collectivités territoriales de deux façons. D'abord, en exerçant un plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour qu'elles développent leur action à l'international avec l'ensemble des partenaires institutionnels existants, académiques, associatifs, économiques, culturels. Elle travaille directement aussi avec les réseaux régionaux multi-acteurs, comme l'indiquait M. Dihulien, comme le réseau régional Bretagne Solidaire et les 10 autres RRMA qui existent sur l'ensemble des régions françaises. Et elle apporte un soutien financier aux collectivités territoriales qui le souhaitent. Ces dernières doivent répondre à des appels à projets qui sont sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, c'est-à-dire que je comprends bien. Donc, on a des collectivités territoriales françaises que vous financez, c'est ça, dans le cadre d'appels à projets? Les collectivités territoriales françaises, on finance les projets des collectivités territoriales françaises. D'accord. Ces projets sont en fait sont des projets qui doivent répondre aux appels à projets qui sont déposés sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ces appels à projets sont soit thématiques, par exemple l'appel à projet en cours, là il y a des appels à projet jeunesse, appel à projet sport, il y a eu l'année dernière un appel à projet ville durable. Soit ce sont des appels, c'est le grand appel à projet dit généraliste qui reprend les grands thèmes de la coopération au développement, ou alors des appels à projets dits bilatéraux, c'est-à-dire que dans le cadre des accords bilatéraux entre la France et certains de ses partenaires, ces fonds sont financés et par la France
et par le partenaire étranger et permettent donc d'avoir un outil, j'ai envie de dire, de soutien à la décentralisation et de mise en place de politiques de coopération décentralisées, notamment avec la Tunisie, le Maroc ou le Sénégal. Voilà. On peut prendre un exemple récent d'un projet que vous avez fait, alors notamment dans le secteur de l'énergie, puisqu'aujourd'hui on est journée énergie. Est-ce qu'il y a un exemple que vous pourriez nous donner d'un projet que vous avez fait un récemment? exemple qui a été régulièrement donné là, ces derniers, si je comprends bien, depuis toute votre journée, c'est le projet qui a été mené par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine avec la région de Mopti sur la mise en place dans les espaces publics de lampadaires solaires. D'accord. Qui a permis dans un premier temps de mettre en place dans 10 villages des lampadaires solaires. Et aujourd'hui, on travaille sur la mise à l'échelle pour agrandir ce projet sur l'ensemble du Grand Mopti. Et il y a eu un autre projet qui a été financé au titre de la ville durable par la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales. C'est le projet qui avait été déposé en 2019 par la région Hauts-de-France avec son partenaire de Cénicity sur la ville durable, l'intelligence et les écoquartiers au Bénin, et dans lequel il y avait effectivement une partie énergie qui était prévue comme une problématique mobilité et économie circulaire. Très bien. Donc voilà ce que je vous dis en très peu de temps. Regardez régulièrement le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis, en principe, l'ensemble des appels à projets sont sur la page de la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales. Ok, merci beaucoup. Honnêtement, si j'ai pas compris, donc pour des collectivités, je pense que les collectivités françaises qui peuvent avoir un projet, françaises, hein. On ne finance pas les collectivités locales étrangères. Voilà, donc qui ont un projet avec des collectivités étrangères. Donc, c'est de la coopération décentralisée. Voilà, c'est un outil qui favorise la coopération décentralisée des collectivités françaises, quelles que soient les collectivités. Hein. Ce n'est pas forcément des mairies, ça peut être n'importe quel type de tout type de collectivité territoriale. On a créé un nouvel outil qui est ce qu'on appelle l'appel à projet clé en main, qui est ouvert aux associations qui travaillent avec les collectivités territoriales aussi. Donc là, on en est au deuxième appel à projet. Et donc, ça permet aussi aux associations travaillant avec des collectivités locales de déposer un projet conjoint et partagé et de mettre à l'échelle un certain nombre de projets, notamment dans le secteur du développement durable. Parfait. On reviendra vers vous peut-être un peu plus tard et vers Philippe Meunier dès qu'on aura pu solutionner le problème technique de connexion. Je vais peut-être demander à l'AFD, à Pierre-Antoine Prinet, de bien vouloir intervenir. Pierre-Antoine, alors l'AFD, l'Agence française de développement, c'est honnêtement l'un des grands financeurs de l'action et du programme d'ailleurs du président de la République sur l'Afrique, qui est quand même assez puissant. Et dans le domaine de l'énergie, il me semble que vous avez, j'allais dire, des dispositifs de financement qui sont assez performants, ou du moins qui sont assez importants, puisque je crois que les montants que vous allouez sur ce sujet sont à la fois, si j'ai bien compris, ça peut être aussi bien en don d'ailleurs qu'en prêt, mais vous allez un peu nous expliquer comme ça, tout ça vous-même, et un peu comment ça se passe. Bonjour. Ah, vous n'avez pas votre micro, donc il faut mettre votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, et juste après, on écoutera Sylvia Poudou qui, elle, sera finalement un des exemples aussi du Bonjour, département. là vous m'entendez ou pas? Ah bah ça y est, on vous entend. Alors génial. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Eh bien, oui, on le voit. Eh ben génial. Alors donc effectivement, moi, pour l'AFD, on va se placer du point de vue d'entreprise et qui voudrait avoir affaire à l'AFD. Et ensuite, on se placera du point de vue des collectivités locales françaises avec l'outil FICOL. Et ensuite, je passerai la parole à Sylvia qui a un outil qui concernera et où on se placera du point de vue des collectivités locales africaines francophones.
Donc, effectivement, au niveau de l'AFD, on a une banque de développement, mais donc on prête de l'argent à des États souverains pour réaliser des projets ou pour financer faire de l'appui budgétaire. Mais en amont de tout ça, on peut aussi financer des études. Donc, on a des outils en amont alors généralement, on travaille peu avec des collectivités locales, mais on va plus travailler avec des ministères qui peuvent nous envoyer une requête pour des demandes de financement d'études. Et dans ce cas-là, en fait, vous avez 3 outils qui sont le FEX, le FAPS, et on peut faire aussi du budget consultant pour structurer un projet, notamment dans l'énergie, puisque c'est le thème de la journée d'aujourd'hui. Et ensuite, mais je laisserai Vincent Marinet de la Direction générale du Trésor exposer le produit FASEP, et je l'ai mis là parce qu'on siège aussi au comité FASEP, mais je laisse Vincent le détailler un peu plus tard. Donc, si vous êtes du point de vue d'une entreprise française et que vous voulez vous positionner sur des projets financés par l'AFD, et que le client, votre client est public, et généralement ce sera plus un ministère ou une entité souveraine que une collectivité locale, qui n'ont pas obligatoirement cette prérogative de pouvoir s'endetter pour réaliser des projets. À ce moment-là, vous venez vers la FD et on a 2 types d'outils, soit de la dette ou soit du don. Et même chose, Alors, donc c'est toujours le. c'est Allez-y. intéressant effectivement, donc il faut que, vérifier finalement que l'entité collectivité locale a une capacité d'endettement, ce qui est pas beaucoup le cas, donc c'est pour ça que vous vous adossez à une garantie du ministère des Finances ou équivalent en fait qui va vous permettre de travailler, quoi. Non, non, c'est même pas une garantie. En fait, nous, on prête au ministère des Finances qui va rétrocéder une partie à une collectivité locale s'il veut, mais on n'a pas, comme elles n'ont pas obligatoirement la prérogative, on peut pas prêter directement aux collectivités. C'est Très assez bien. rare. Il y en a quelques-unes, mais c'est quand même assez rare. Donc Donc ça, c'est effectivement si le client est une contrepartie souveraine pour une entreprise française qui voudrait bénéficier, ou une entreprise africaine, peu importe en fait, hein, on n'est pas un outilier, qui voudrait bénéficier de projets financés par l'AFD, il devrait s'orienter vers la contrepartie publique, donc le ministère. Si jamais une entreprise veut se positionner sur un projet privé, à ce moment-là, c'est notre filiale Proparco qui, elle, fait prête de l'argent aux autres entreprises, qu'elles soient africaines, françaises, peu importe, en fait, partout dans le monde, plus africaines que françaises, puisque française, ce sera plus BPI avec Pedro Novo qui en parlera tout à l'heure, je pense, soit en fonds propres, et qui, donc Proparco, amènera des fonds propres dans une entreprise localement dans un pays. d'accord. Et Alors là, on est sur quelle volumétrie, en fait, sur quel type de projet? C'est des projets quand même d'une certaine taille. Vous intervenez pas pour des projets qui font, moins de 10 millions d'euros, c'est ça? c'est ça, que ce soit pour Proparco ou pour l'AFD, on a un ticket minimum de 10 millions d'euros. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que le ticket minimum est à 10 millions d'euros. OK. Donc ce qui veut dire qu'en dessous, ça sera d'autres dispositifs et notamment, on verra la complémentarité avec BPI qui peut intervenir lui en dessous. Exactement, qui sera plus, je pense que Pedro le détaillera un peu plus, mais effectivement sur des tickets quand même un peu plus petits. Même D'accord. si après ils peuvent aller aussi loin, mais voilà, en dessous de 5-10 millions d'euros, on n'intervient pas. Je pense qu'on peut le dire comme ça. OK. Alors vous allez me parler d'une procédure ou d'un process spécifique de FICOL, donc c'est ça? Exactement. Alors, ça reprend en fait un peu l'AECT qui était développé par le ministère des Affaires étrangères. C'est à peu près le même principe. On a une collectivité locale française qui a un projet ou un programme avec une projection sur nos zones d'intervention, et notamment en Afrique. Et à ce moment-là, la collectivité française peut déposer un dossier pour candidater à la facilité FICOL et obtenir un financement en subvention de 200 000 à 1,5 million d'euros pour pouvoir réaliser ce projet. Donc ça, c'est pour les collectivités locales françaises. Donc c'est un guichet collectivité locale française, hein, où elles peuvent s'adresser. Hein. Même chose, hein, sur le site AFD, vous tapez FICOL AFD et vous avez les dates de remise de projets au fil de. Enfin, il y a une thématique par an et vous remettez les dossiers quand même au fil de l'eau.
Et si vous êtes une collectivité africaine, il faut que vous avez un partenaire, une collectivité locale française, vous pouvez aussi, voilà, lui souffler ou émettre l'idée qu'ils peuvent que la collectivité, que votre partenaire français peut déposer un dossier FICOL auprès de l'AFD. D'accord. Et sauf question, je monopolise pas plus la parole. Ce qu'on peut voir, c'est la complémentarité avec ce que fait Sylvia Poudou. Sylvia, bonjour. Et à la rigueur, on pourra revenir vers vous d'ailleurs en finale. Bonjour Sylvia. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un programme qui est complémentaire par rapport à ce que fait Pierre-Antoine, mais vous êtes toujours au sein de l'AFD. Hein. Oui, exactement. Je suis dans la division énergie de l'AFD et je suis coordinatrice du programme de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Donc, des maires de ville, donc d'accord. Oui, exactement. Donc, les collectivités territoriales, on est donc dans le on a beaucoup de maires qui sont connectés, donc je pense qu'ils vont vous écouter avec attention. Exact. Alors, je vais essayer de partager ma présentation. Je ne sais pas si vous la voyez. Non. C'est pas grave, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a partager fenêtre d'application, peut-être, c'est ça oui, c'est bon, j'ai trouvé. Ça devrait aller maintenant. Oui, excusez-moi. Voilà. Parfait. Donc, la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui la connaissent. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en 2015 par l'Union européenne et qui soutient les villes et les collectivités territoriales d'Afrique subsaharienne dans la mise en œuvre d'actions efficaces pour lutter contre les changements climatiques et pour l'accès à l'énergie durable. Donc, en 2019, l'Union européenne a sollicité 4 partenaires de mise en œuvre, donc dont l'AFD avec Expertise France, mais aussi avec la coopération allemande de la GIZ et la coopération espagnole, les a sollicités avec des demandes de faire un focus pour attirer les financements climat au niveau local. Donc, les programmes de travail se déroulent sur 3 axes. Donc, une première axe, c'est l'accompagnement aux collectivités territoriales pour le développement des plans climat-énergie. Donc, les partenaires de la GIZ, d'Expertise France et la coopération espagnole accompagnent une quinzaine de villes d'Afrique subsaharienne pour le développement de ces plans d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat, les PAEDEC. Et un deuxième axe d'action qui est mis en œuvre par l'AFD, la GIZ et AICID pour préparer les projets d'infrastructures énergétiques urbaines. Après, un troisième axe pour promouvoir la coopération régionale et les échanges d'expériences sur l'énergie urbaine. Donc, concrètement, l'AFD, donc sur ces deuxièmes axes, appuie la préparation des investissements urbains en énergie durable et climat à travers les financements d'études de préfaisabilité, de faisabilité, études techniques, afin de porter les projets à maturation et à la concrétisation du financement des investissements. Donc, la maîtrise d'ouvrage des projets peut être publique, donc un ministère, la ville ou une institution, une banque publique, mais aussi privée. Et par contre, la ville, elle doit être signataire de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne pour être éligible. Les thématiques que nous couvrons donc sont la production d'électricité, d'énergie renouvelable, du PV à la biomasse, au mini-grid, l'éclairage public, les réseaux urbains d'électricité, l'efficacité énergétique, que ce soit dans les bâtiments publics ou les logements sociaux ou même les bâtiments industriels, les transports et enfin la valorisation énergétique des déchets urbains. C'est presque toute la palette en fait. Comment on fait appel à vous? C'est-à-dire comment on vous sollicite? Comment ça se passe?
Alors, donc déjà, la collectivité, même si elle-même n'est pas porteur du projet, mais la municipalité, disons, où le projet s'est fait, doit être membre de la Convention des maires. Donc, vous aurez à la fin de ma présentation, il y a les sites internet avec l'adresse email de l'helpdesk. La procédure pour devenir membre n'est pas très lourde, donc elle est tout à fait factible. Donc, il faut aussi bien faire attention donc que les thématiques, que les projets rentrent dans les thématiques éligibles. Et il faut aussi une attention à qui peut emprunter. Comme il disait bien mon collègue tout à l'heure, pas toutes les municipalités peuvent emprunter directement. Et donc, parfois, il faut passer par l'État et donc après rétrocéder. Donc, il faut faire attention que les schémas soient clairs. Il faut aussi donc, il y a un peu d'ingénierie financière à faire, effectivement, pour exact. qu'il y ait la clarté maximum sur le sujet. Bon, donc déjà, il faut être adhérent, chers amis des collectivités africaines, donc il faut être déjà adhérent à la Convention des maires pour pouvoir bénéficier de ça. Et ensuite, il faut regarder sur votre site et avec la collectivité concernée française, si je comprends bien, pour que les projets puissent être finançables. La collectivité d'Afrique subsaharienne. Après, il peut y avoir des partenariats, bien sûr, avec les collectivités françaises, tout à fait. Hein. Et les montants dont tu parles, c'est quoi? C'est variable, hein. Ça peut être des petits montants, jusqu'au, ça peut être des 100 000 euros. Mais voilà, l'important, c'est que les projets, un minimum, on ne prend pas des projets qui sont juste à l'état d'idée, mais il faut qu'il y a déjà une petite réflexion, qu'il y a une unité de gestion en place. Voilà, il faut que quand même que les besoins, par exemple, soient ciblés. Voilà un petit peu les points que nous analysons avant Ok. voilà, merci Sylvia. Monsieur Penet, vous vouliez dire quelque chose, vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre-Antoine? Est-ce qu'il est toujours là, Pierre-Antoine? Alors, on ne vous entend pas, Pierre-Antoine. Vous avez toujours votre micro qui n'est pas activé. C'est la double précaution. Non. Pour ce qui concerne Sylvia et cette facilité qui sont beaucoup plus adaptées aux collectivités locales africaines, j'ai rien spécialement à ajouter par rapport à ce que Sylvia disait. Très bien. Je vais peut-être alors compléter tout cela avec Dominique Richard. Dominique Richard, bonjour. Alors vous êtes chef de projet climat et énergie au Fonds français pour l'environnement mondial. C'est un fonds qui existe déjà depuis combien de temps? Ça fait déjà longtemps qu'il existe. Oui, tout à fait. Bonjour. Alors le Fonds français pour l'environnement mondial, le FEFEM, a été créé en 1994 par le gouvernement français à la suite du premier sommet de la Terre à Rio. Donc effectivement, ça fait plus de 25 ans d'existence. Le mandat du FEFEM est de financer des projets innovants destinés à préserver l'environnement mondial dans les pays en développement. Son objectif, c'est de tester des solutions, d'en tirer des enseignements pour ensuite faciliter leur diffusion et leur déploiement dans d'autres lieux, dans d'autres géographies, à plus grande échelle. Ce sont là les spécificités du FEFEM et son caractère distinctif, l'innovation et la reproductibilité de ces actions. Alors, par environnement mondial, il faut comprendre la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, la préservation des eaux internationales, la lutte contre la dégradation des terres et la déforestation, et aussi la préservation de la couche d'ozone. Alors, depuis sa création, donc plus de 25 ans, le FEFEM a permis de soutenir environ 350 projets dans plus de 120 pays, dont les 2/3 sur la seule Afrique. Alors, le FEFEM travaille en partenariat avec différents acteurs des pays du Sud, mais également des pays du Nord, que ce soit des institutions publiques ou des organismes privés. Donc, nos partenaires, ce sont des ONG,
des collectivités, des communautés locales, établissements publics, entreprises, bailleurs de fonds, voire même des organisations internationales comme les organes des Nations Unies. Alors, notre intervention, le FFM intervient quasiment exclusivement sous forme de subvention. Le montant de la subvention se situe entre 500 000 € et 3 millions d'euros par projet. Et cette subvention représente au maximum 30% du montant total du projet, ce qui veut dire qu'on s'adresse, par rapport à ce que vous disiez avant avec l'AFD, on s'adresse à des projets qui se situent entre 1 et 10 millions d'euros à peu près. Hein. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Donc ça veut dire que là, vous arrivez, vous, en subvention. Dans le domaine de l'énergie, ça représente quoi en termes de volumétrie? Parce qu'il n'y a pas que l'énergie, finalement, dans le Fonds mondial pour l'environnement. Ça représente quoi? C'est une petite partie des projets ou c'est une majorité des projets? Ni l'un ni l'autre. On va dire que ça représente à peu près 25% des projets qui sont financés. Hein. Tous les 4 ans, le FFM définit sa stratégie d'intervention. Et actuellement, dans le domaine du changement climatique, parce que l'énergie relève du changement climatique, donc on travaille sur des activités de transition énergétique et de villes résilientes. Donc actuellement, il y a 3 axes. Le premier, c'est adaptation des villes au changement climatique et aux risques naturels. Le deuxième, c'est la sobriété en carbone et l'efficacité énergétique. Donc, il s'agit de promouvoir la décarbonation et l'efficacité énergétique des territoires en s'attachant en particulier à la planification, au secteur des bâtiments, au secteur des transports et également à la production de froid et de climatisation. Et le troisième axe, c'est les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, les NTIC, pour la gestion des systèmes énergétiques. Alors, comment on fait pour faire appel à vous, en fait? Il faut, je pense, présenter un dossier. Qui présente le dossier? Et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur pour qu'on comprenne bien? Est-ce qu'une collectivité donc africaine peut vous présenter un projet, généralement en collaboration avec des entreprises françaises d'ailleurs, mais ou est-ce que c'est l'entreprise française qui peut vous solliciter? Comment ça fonctionne? Alors, celui qui va présenter le projet, c'est entre guillemets le futur bénéficiaire de l'aide du FFM, c'est le maître d'ouvrage du projet. Donc, ça peut être effectivement une entreprise française, ça peut être une collectivité locale, ça peut être les deux. Généralement, d'ailleurs, c'est souvent la combinaison des deux. Les projets qui nous sont présentés à la fois par une entreprise privée et un partenaire dans le pays en développement où sera installé, mis en œuvre le projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement bénéficier de cette aide du FFM? En fait, il faut soit s'adresser au secrétariat du FFM, soit s'adresser à l'une des institutions qui composent le comité de pilotage du FFM, comité de pilotage qui est l'organe de décision, d'octroi des subventions pour les projets. Alors, ces 6 institutions, c'est relativement simple, c'est 5 ministères français, le Trésor, l'environnement, les affaires étrangères, la recherche et l'agriculture, et le sixième partenaire de ce comité de pilotage, c'est l'AFD. Donc le plus simple, je dirais, pour une collectivité, c'est de s'adresser soit au secrétariat, soit au ministère des Affaires étrangères, soit à l'AFD. Ok, les montants annuels dont on parle, l'enveloppe de votre enveloppe en fait d'action, c'est quoi? Alors, c'est à peu près actuellement de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros par an, ce qui représente à peu près une vingtaine de projets. D'accord. Ce qui veut dire que par rapport à l'énergie, c'est plutôt une volumétrie genre 10 millions d'euros, si je comprends bien, si vous avez dit 35%. Voilà, c'est ça. On fonctionne par 4 années, donc je dirais, vous avez raison, oui, c'est ça, c'est 2, 3, 4, 5 projets dans le domaine de l'énergie par an. Très bien. Très bien, intéressant, intéressant. Et je trouve que si on avait un exemple qui vous semble emblématique d'un projet moyen que vous avez financé dans le domaine de l'énergie, vous diriez quoi?
Alors, l'exemple que j'ai en tête, c'est un projet qui est développé par la société Zembo et qui consiste à déployer des motos-taxis électriques dans la ville de Kampala, en Ouganda. Les batteries de ces motos électriques sont rechargées dans des stations alimentées en énergie solaire ou à partir du réseau électrique national ougandais qui est majoritairement d'origine renouvelable. Et donc, c'est un projet qui a bénéficié d'une subvention de 600 000 € pour un montant total de projet qui est un peu plus de 4 millions d'euros. Et il est actuellement en cours de mise en œuvre. Intéressant. Comme quoi, le sujet innovation est un sujet important pour vous, donc et est un sujet réplicabilité, c'est intéressant. Donc, je le retiens. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, j'ai appris quelque chose et je retiens le modus operandi. Vous pouvez retrouver aussi Dominique Richard et les gens de l'AFD sur la plateforme, puisqu'ils ont aussi un espace. Alors, on a parlé des fonds FASEP et de la DG Trésor. Enfin, en tout cas, Pierre-Antoine Prinet en a parlé tout à l'heure. On l'a même montré sur son schéma. Vincent Marinet, bonjour. Merci, Dominique Richard. Hein, c'est vraiment sympa d'être intervenu. Bonjour. Vincent Marinet. Vous m'entendez? Bonjour. Alors, vous êtes chef du bureau Finater 2, c'est ça? Alors, c'est un peu tout à fait, de son petit nom Finater 2, comme vous dites. Le bureau des financements directs, si c'est plus clair. Financement direct. Alors, vous vous adressez à qui? Vous vous adressez aux entreprises, hein, c'est ça? C'est ça, on s'adresse aux entreprises, mais aussi aux collectivités africaines ou ailleurs dans le monde, puisqu'on développe. Alors, attendez, j'ai une petite présentation que je vais essayer de partager aussi. Si j'y arrive, hein, là, vous mettez la barre très haut. Ne vous en faites pas. Voilà. On en a beaucoup parlé. Voilà, les financements directs à l'extérieur. Exactement. Et nous, la spécificité de nos outils, c'est qu'on est à la fois sur l'aide au développement, donc comme l'AFD qui a présenté ses outils, et sur le soutien export plus directement, et BPI interviendra par la suite. Donc on est entre les deux. Une autre spécificité, c'est que nos bénéficiaires sont publics, les bénéficiaires finaux de ce qu'on va financer. Donc, c'est des collectivités, des villes, par exemple, des provinces ou des États en Afrique ou ailleurs. Et enfin, ça s'inscrit dans une relation d'État à État, puisque c'est un financement de l'État français. Donc, on a des conventions entre les États, ce qui permet de mobiliser tout le réseau diplomatique français pour faire aboutir les projets. Alors, je vais essayer de pas être trop long parce que je crois qu'on a beaucoup de retard et je crois que ma présentation est beaucoup moins fleurie que les autres, donc je vais essayer d'aller vite. Alors, le FASEP. Le FASEP, la particularité, c'est que c'est un outil qui intervient en amont. L'idée, c'est d'aider les boîtes à se positionner sur des marchés à l'export. Et pour ça, on peut le faire de deux manières, puisqu'on a deux types de FASEP. On a le FASEP études, qui est le FASEP un peu historique, et le FASEP innovation verte. Pour être un peu plus concret, le FASEP études, ça peut typiquement financer une étude de faisabilité d'une ligne de métro, disons. Alors l'idée, c'est qu'on paye l'étude de faisabilité qui est réalisée par une entreprise française, qu'on va payer directement en France avec nos sous, mais l'étude sera donnée à la collectivité étrangère. Et l'idée, c'est que si on fait cette étude de faisabilité, il y a plus de chances que le projet voit le jour, dans de bonnes conditions, puisque ce sera une étude de faisabilité faite par un cabinet français d'excellence, et en plus, selon des méthodes et des concepts ou des standards français. Et donc, l'idée, c'est qu'après, nos entreprises françaises ont plus de chances pour se qualifier pour la réalisation du projet en lui-même. Donc ça, c'est le FASEP études. Et on a un autre FASEP, je dis récent, mais il est de moins en moins récent, ça va faire 5-6 ans peut-être qu'il existe. Ouais, le FASEP innovation verte ou le FASEP démonstrateur, où là, c'est plus une étude qu'on paie, mais c'est un équipement en tant que tel. La logique est toujours de positionner nos entreprises en amont, mais là, c'est l'idée d'avoir un effet vitrine. Donc, on paye un équipement, alors toujours de la même manière, on paie en France l'entreprise française, et après, l'équipement est donné, offert à la collectivité étrangère. Et l'idée, c'est qu'on fasse un peu une démonstration de concept, qu'on montre que ça marche. Alors, il faut que ce soit un petit peu innovant, hein. On couple souvent les technologies pour réaliser quelque chose d'un petit peu nouveau. Et démonstration du concept, et à partir de là, on espère que ça pourra faire des petits, qu'il y aura un effet vitrine et que ça convaincra tout le monde de la pertinence de la technologie. Alors là, j'ai essayé de vous regrouper toutes les caractéristiques. Vous avez pu le dire, là, je pense, en parallèle. Quels sont les montants on parle de quel type de montant? Hop, regardez. Voilà. Alors, il y a tout c'est bien fait quand même. Hein. C'est pas fleuri, mais ça se veut exact. Efficace. Donc voilà, donc on vous explique tout ça. Donc les montants, 100 000 à 800 000. Le ticket moyen, je dirais que c'est peut-être 600, 700 000. On a parfois des FASEP un peu exceptionnels, mais c'est l'ordre de grandeur.
On dit en priorité les PME parce qu'on pense que c'est celles qui ont plus besoin d'aide. Pour autant, on a des beaux projets apportés par des grosses boîtes et on les prend aussi. On a la chance, pour l'instant, il ne faut pas le dire trop fort, de ne pas encore être trop gêné budgétairement. Vous allez voir même à la fin de la présentation qu'on a même réussi à négocier des augmentations d'enveloppe. Donc, on n'en est pas à faire le tri. Donc, on n'écarte pas des projets parce qu'ils seraient présentés par des grosses boîtes. On soutient toujours particulièrement les projets des PME, mais on n'écarte pas les autres. Et après, voilà, je vous précise un peu la gouvernance, les administrations qui siègent à notre comité. Vous entendez mes enfants derrière, je les avais mis dehors, mais avec le retard, ils viennent de rentrer. C'est de la chance. Voilà, bref, donc vous avez toutes les caractéristiques et je vous montre quand même notre... alors là, ça, c'est les critères qu'on prend en compte pour apprécier un projet. Alors, la part française, c'est assez important. Donc, ça veut dire que là, il faut que, en gros, c'est quelle part française? C'est 70, 80%, c'est quoi? 85%, vous voyez. 85%. C'est ambitieux, on met la barre haut, mais historiquement, ce sont des études. Donc, ce sont des cabinets d'ingénierie français. C'est français. Sur des cabinets d'ingénierie, donc vous voyez, ce sont des prestations intellectuelles qui sont réalisées par des cabinets d'ingénierie en France. Donc, vraiment, on n'a pas de difficulté à l'atteindre. Évidemment, quand on parle d'équipement, c'est un peu plus difficile. Donc, je ne le répétais pas, mais pour les FASEP Innovation Verte ou démonstrateurs, on peut être un peu plus flexible sur l'exigence de part française. D'accord. L'appropriation locale, non, personne ne nous écoute, hein, on est entre nous. L'appropriation locale, c'est important parce que c'est bien de financer un beau projet, mais comme je l'ai dit avant, l'idée, c'est qu'il y a des retombées, il y a une suite, que le projet se fasse en lui-même. Donc, on va être sûr que localement, la collectivité ou le bénéficiaire local porte le projet, pense que c'est un bon projet et s'y intéresse. L'innovation, j'en ai un peu parlé. L'impact social, environnemental et plus largement aussi pour le développement. Et l'effet levier, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Donc là, toute la journée, on a eu plein de gens avec des projets qui étaient relativement, et d'entreprises qui ont des projets relativement innovants. C'est tout à fait des choses qui pourraient en fait être finançables, entre guillemets, par rapport à des projets qui pourraient avoir des collectivités, notamment par rapport à des démonstrateurs qui pourraient ensuite être répliqués ailleurs. Donc, quels sont les montants, quelle est l'enveloppe que vous avez là? Vous pouvez financer combien de projets? Attendez. Alors, j'ai le prévu trésor après, mais j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du FASEP et moins du prévu trésor. Évidemment, mais c'est rien, je peux pas y revenir. Je passe, voilà, on va regarder les enveloppes. Donc, le FASEP, c'est la dernière ligne. On a cette année 50 millions d'euros. Donc, on a doublé nos enveloppes par rapport à l'année dernière. Vous pouvez féliciter mes talents de négociateur avec la direction du budget, parce qu'on a doublé notre enveloppe dans le cadre du plan de relance. Vous voyez, on a mis un petit macaron en haut. Donc, voilà, 50 millions cette année. Donc, c'est cette année qu'il faut nous présenter vos projets, puisqu'on essaie encore plus que les autres années d'aider les entreprises pour aller se battre à l'export, puisqu'on pense en plus qu'il y a d'autres pays qui vont repartir plus vite. La concurrence chinoise qui est déjà forte habituellement là, et sans doute encore plus forte que les autres années. Donc, voilà, donc on essaie vraiment de les aider. Et dans ce cadre-là, on a encore plus de moyens que d'habitude. D'accord. Alors, prêt du Trésor, qui est la deuxième chose. C'est ça. Les prêts du Trésor, c'est un peu plus gros. Là, c'est autant les FASEP, c'était en amont pour essayer de positionner l'entreprise. Le prêt du Trésor, c'est vraiment pour le financement du projet en tant que tel. Donc, ce sont des montants un peu plus gros. Oui, on a deux prêts. On a le prêt concessionnel, donc qui est de l'aide publique au développement. À 100%. À ce titre-là, c'est comptabilisé dans l'effort français d'aide publique au développement. Donc, vous voyez en bas à gauche, là, les caractéristiques du prêt. C'est des prêts à des conditions extraordinaires, à 40 ans, 15 ans de période de grâce, un taux qui frôle le zéro. Mais on a créé il y a quelques années le prêt direct. Ça, c'était en 2016, quand ont été créés les premiers prêts directs. Donc là, c'est des conditions qui se rapprochent des crédits export privés. Sauf que comme on n'est pas l'État, on prend point de marge bancaire, on devrait peut-être, hein, parce qu'on travaille beaucoup. Mais donc c'est un peu moins cher que les prêts commerciaux garantis des banques. Mais le but n'est pas non plus de piquer le marché des banques. Donc souvent on fait des prêts un peu mixés avec des prêts directs du Trésor. Donc cet outil-là et des crédits garantis. D'accord. Alors quelle complémentarité par rapport à ce que fait l'AFD en fait là-dedans? Alors, l'AFD, j'ai pas écouté toute l'intervention de Pierre-Antoine. On travaille beaucoup avec eux. Hein, vous l'avez vu, ils sont dans nos comités. Ah, parce qu'eux, ils font des prêts aussi pour des projets plutôt de plus de 10 millions d'euros. Vous aussi. Comment ça s'agence? Pourquoi l'AFD et pourquoi des prêts du Trésor? Eh bien, c'est là la spécificité, c'est que nous, on fait pas que du soutien au développement, on fait du soutien export en même temps. Donc nous, on va essayer de prendre davantage en compte les intérêts de nos entreprises à l'export, mais on peut travailler en lien avec l'AFD, on le fait beaucoup, à savoir qu'on peut avoir, pour reprendre l'exemple d'une ligne de métro ou de train, il y a du génie civil et il y a des lots électromécaniques, comme on dit, quoi. Ce sont les rames, par exemple, mais il y a aussi toute l'électrique qui va autour, les systèmes de sécurité, etc.
Et l'AFD pourra financer le génie civil. Et nous, plutôt le lot électromécanique qui, là, sera français et mis en œuvre par des entreprises françaises. Et là, j'ai pris un exemple de transport, mais dans l'énergie, on a aussi les mêmes problématiques. Donc, on travaillera plutôt en complémentarité avec l'AFD. Et en plus, nous, on a aussi beaucoup de projets, l'essentiel même, qui nous sont apportés par les entreprises. Il y en a aussi qui viennent directement des collectivités étrangères, mais il y en a beaucoup qui viennent directement des entreprises et après on en parle aussi aux collectivités. Donc voilà, on est davantage tourné directement que l'AFD vers les entreprises. Ok, merci, c'était intéressant. Donc là aussi, j'ai compris qu'il y avait de la place encore un petit peu sur la facilité FASEB, même carrément. Et sur le reste des prêts et des trésors, là, je pense que l'enveloppe est beaucoup plus importante. Ouais, voilà, on est passé à 1 milliard cette année. On est passé de 600 millions l'année dernière à 1 milliard. Oui, alors accourez, apportez-nous des projets. Allons-y. Mais c'est plutôt pour des plus gros projets, donc des projets de plus de 10 millions d'euros. C'est ça. On peut être un peu flexible là encore, mais ça reste quand même cette ordre de grandeur. Ok, je vais donner la parole maintenant à Pedro Novo, où là, on va redescendre normalement un petit peu d'un étage, c'est-à-dire, alors je ne dis pas que Pedro, il ne peut pas faire plus de 10 millions d'euros, mais plutôt sur des projets relativement plus faibles. Donc, Pedro, bonjour, merci d'avoir été patient, je sais qu'on a du retard. Bonjour Marc. Alors, dites-nous un peu comment toi, tu peux intervenir donc on a vu des prêts concessionnels, on a vu le fonds pour l'énergie, pour le climat. Toi, tu arrives où dans cet édifice et qu'est-ce que fait la BPI là-dedans? Alors j'espère qu'en descendant d'un étage, on ne descendra pas en qualité, puisque nous allons vous apporter des éléments complémentaires et qui s'articulent dans l'ingénierie financière que vous avez entendue cette fin d'après-midi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, qu'est-ce que c'est que BPI France? C'est d'abord un réseau social d'entreprise. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, avec une banque au-dessus. Donc, notre priorité à nous, c'est d'abord d'aller chercher le meilleur de la technologie française, le meilleur des entrepreneurs de nos territoires et de leur mettre les projets qui existent aujourd'hui sur le continent africain à leur portée. D'abord, qu'ils les identifient, ensuite qu'ils s'y projettent, qu'ils y candidatent et enfin qu'on apporte une solution de financement. Cette solution de financement, elle peut être celle de l'AFD, elle peut être celle de Proparco, elle peut être celle, par exemple, des prêts du Trésor et du FASEB, et elle peut naturellement être celle des financements internationaux dont je vais dire un mot. BPI France, en ce sens, est une banque publique de l'export, comme vient de l'expliquer Vincent parfaitement. Notre priorité est de réussir à faire de nos entreprises des entreprises africaines, au sens où, au-delà des contrats qu'elles signent avec des autorités locales, elles deviennent elles-mêmes locales. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un produit sur étagère en disant mon financement est meilleur que les autres, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de créer de l'emploi sur place. L'intérêt, c'est de faire de notre entreprise une entreprise internationalisée, africaine, en joint venture avec des partenaires du secteur privé également, pour que les collectivités ne soient pas uniquement sur de l'infrastructure, c'est important, mais également sur la capacité à créer et structurer des emplois dans les territoires en Afrique. En ce sens, nous avons une ingénierie financière qui permet de faire du crédit à des entreprises françaises. Ce sont des prêts croissance internationaux, ce sont des garanties de projets internationaux pour qu'elles deviennent africaines en créant une filiale. Beaucoup des collectivités demandent aux Français qui candidatent à des projets, venez vous installer, auquel cas vous aurez une chance sur le contrat. Sinon, non. Si vous créez une filiale, si vous créez un entrepôt avec du service après-vente, de l'entretien des équipements, je veux bien vous donner le contrat avec un transfert du know-how. Eh bien, ça se finance. Il faut des fonds propres, des garanties et du prêt. C'est ce que nous faisons avec plus de 500 millions d'euros en moyenne que nous injectons dans les entreprises françaises qui candidatent à l'international et en particulier en Afrique. S'agissant du financement des ventes des contrats commerciaux entre les entreprises françaises et les autorités africaines, eh bien, c'est ce que Vincent a présenté, à savoir le crédit export que nous opérons comme les acteurs du marché, mais avec une attention particulière portée aux PME et aux ETI qui cherchent des solutions pour des montants allant de 1 à 25 millions d'euros. Dans cette tranche de financement, le crédit commercial dit classique, que Marc connaît très bien, ça fait des années maintenant que nous partageons la scène pour partager ce constat, n'est pas à la portée des banques qui ne savent pas le financer pour des raisons de rentabilité ou pour des raisons de secteur ou de marché ou de filière. Eh bien, nous apportons cette réponse
qui permet de financer un contrat commercial, en particulier dans des projets, par exemple, liés au climat. Ça peut être de la production d'énergie, ça peut être du stockage, ça peut être de l'ingénierie, ça peut être du conseil, des études. Nous avons déjà financé, par exemple, des études au moyen de cette ingénierie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un crédit que l'on fait à un acteur local, qu'il soit public ou privé, qui a la forme d'un contrat de crédit, en général avec un différé pendant l'exécution du contrat, puis une période d'amortissement, le tout bénéficiant d'une garantie de l'État français que nous gérons et opérons pour le compte de l'État et sous son contrôle, qui s'appelle BPI France Assurance Export. Donc c'est le tout. Soyons précis, Pedro. On a un projet au Mali d'une centrale off-grid qui doit se faire pour 1,5 million d'euros. Pour faire réaliser par une entreprise française ou un consortium d'entreprises françaises. Donc là, c'est la collectivité malienne qui va pouvoir s'endetter, que toi, tu vas lui prêter. Alors, ou c'est l'entreprise française auquel tu vas faire un prêt pour qu'il puisse d'abord, l'entreprise française, d'abord, il faut que la collectivité malienne, comme l'État malien, soit capable d'identifier des entreprises françaises et les attirer sur ces projets, premièrement. Deuxièmement, il faut que l'entreprise française ait envie de candidater à ce contrat qui répond à son offre et à son ambition d'attaquer ce marché. Ensuite, cette entreprise française, réunir les conditions, c'est-à-dire la part française nécessaire pour aller chercher la garantie publique que nous gérons, c'est BPI France Assurance Export, donc la PME qui est à Clermont-Ferrand, qui fait du développement de projet, qui va aller au Mali, pour ce projet-là, elle va d'abord demander une garantie de son contrat commercial à BPI France Assurance Export. Elle va en même temps, dans une approche quasi sans couture, demander à BPI France sur la partie bancaire, au même endroit quasiment, avec quasiment les mêmes interlocuteurs, un financement pour financer ce 1,5 million que tu citais. Et ensuite, nous allons faire une analyse du projet, de sa solvabilité, de la capacité de l'emprunteur à honorer cet engagement, puisque le prêt sera fait à la collectivité, si elle peut supporter la dette. Si elle ne peut pas, comme nous l'avons déjà entendu, parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière, parce qu'elle n'a pas de ressources propres suffisantes pour avoir de la visibilité en matière d'emprunt, généralement, soit les opérateurs privés font le portage, soit le ministère de l'économie et des finances se porte garant, soit une institution publique vient se porter également garant du projet. Ce qui est nouveau, que nous allons sans doute mettre sur le marché dans les prochaines semaines, c'est le financement de projets purs qui ne vivra que d'un ce qu'on appelle un PPA, un contrat d'achat de la production d'énergie. Si l'opérateur qui va acheter l'énergie est public ou privé, eh bien, nous allons pouvoir monter des projets qui ne tiendront compte que des flux de facturation de la production et non plus de la solvabilité élargie. Dans notre jargon, nous appelons ça du financement de projets sans recours. C'est une innovation sur laquelle nous allons nous projeter sur le continent africain pour renforcer notre capacité à répondre à l'ingénierie française qui a envie d'élargir ses ressources pour exprimer ses talents en devenant un acteur local et avec des financements. Vous aurez compris que, Marc, pour être très clair, les entreprises, notre priorité à nous, c'est de réussir à faire en sorte que les entreprises françaises prennent conscience de ce que peut offrir en opportunité le continent africain, ses territoires, ses collectivités, avec ou sans des acteurs privés impliqués. Tout ça, ça s'apprend. D'ailleurs, au passage, il n'y a pas que le financement. La capacité d'accompagnement est tout aussi importante que le financement pour être bien entouré avec les bons interlocuteurs, avec les bons conseils qui vont vous aider à lever toutes les barrières qui vous permettront d'être successful sur la destination que vous visez. Enfin, je termine. On a parlé du Mali, mais il faut être très clair. Il y a 54 réalités différentes sur tout le continent et dans les 54 pays africains, il y a autant de territoires et de régions, de collectivités très différentes les unes des autres. Alors, il n'y a pas, ça serait faux de vous dire une recette. Il y a des recettes, c'est du sur-mesure, dossier par dossier, et les équipes de BPI France, qui sont réparties partout dans le territoire français, comme dans quelques bureaux en Afrique, travaillent quotidiennement avec tous les acteurs qui ont présenté les solutions jusqu'à présent pour déminer les différentes problématiques et trouver la meilleure solution sur mesure pour chaque projet. Une approche précise, sur mesure, dans la cuisine du chef d'entreprise, dans les territoires français, pour réussir à mettre les projets que vous avez présentés et cités à la portée de leur bilan et de leurs ambitions. C'est ça qu'on fait tous les jours, c'est ça que nous menons comme conviction et comme action
pour que cette ingénierie financière réservée trop souvent à une élite industrielle par la taille, par les ressources mobilisées, parce qu'il y a les équipes, parce qu'il y a une direction dédiée à ces financements internationaux, parce qu'il y a un bilan suffisant pour porter des risques que ne porteront pas une PME, eh bien, c'est notre combat quotidien que de réussir à faire de ces PME des entreprises capables de répondre aux besoins d'une collectivité ou d'un État ou d'un acteur privé. J'adore Pedro parce que franchement, il soulève des montagnes. Alors après, on a hyper envie de faire des choses. Donc merci encore une fois. Et puis, je connais ton appétit pour l'Afrique et aussi qu'on se consacre pays France aussi à l'Afrique. Donc bravo. Et puis alors bravo parce que ça me fait une introduction parfaite pour l'intervenant suivant. Qui est donc Benoît Cousteau du cabinet RSM. Alors Benoît, je vais vous donner une mission quasiment impossible, c'est-à-dire en 3 minutes, il vient de parler de PPA, mais aussi de PPP, et donc quelque part, le cabinet RSM, qui est en gros le 6e cabinet mondial d'audit, hein, c'est bien ça? C'est ça, ce sixième réseau d'audit mondial, effectivement, présent dans 120 pays, dont une trentaine de pays d'Afrique. Et notamment pas mal de pays d'Afrique francophone. Alors, je voulais vous donner une mission impossible qui était en 4 minutes, de me résumer comment il est possible de mettre à la portée du plus grand nombre des partenariats, faire du PPP, parce qu'en fait, c'est aussi, ou du PPA, qui permet aussi de voir la réalité du financement de l'action, en fait. Ouais. Alors, le partenariat public-privé, effectivement, résumé en 4 minutes, va être une gageure, mais bon, on va essayer de rentrer dans les grandes lignes. En quoi ça consiste? C'est surtout la clé du PPP, c'est le partage des risques. Le partage des risques, c'est essayer de trouver la répartition optimale entre le risque qui est porté par la collectivité territoriale et le risque porté par le privé. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une convention entre le privé et le public qui va permettre en réalité de différer et de transférer une partie du risque lié à la mise en place d'une infrastructure, à la gestion d'une infrastructure, à un partenaire privé. Ce partenaire privé, il va en assumer à la fois parfois la construction, parfois la gestion, parfois les deux, ce qui permet aussi de se positionner sur une problématique longue, c'est-à-dire qu'on va chercher des financements de projets, donc tout ce qu'on appelle le project finance, qui a été merveilleusement mis en équation par mon prédécesseur, qui permet à la fois de répartir le risque entre la sphère publique et la sphère privée, et de maîtriser l'ensemble de ces risques, à la fois de maintenance, d'exploitation et de gestion des infrastructures. Alors, comment est-ce que en quoi ça consiste? Ça consiste essentiellement en la modélisation. Au départ, c'est bien la modélisation financière de l'ensemble des étapes du projet et de l'exécution d'un projet qui va permettre de positionner le contrat et de répartir les risques de manière optimale entre les différents intervenants. Le risque qu'on va avoir, effectivement, c'est les risques de dérive de ces coûts, mais aussi pour la collectivité, ça va permettre de sécuriser à la fois la réalisation du projet, les délais qui sont de manière relativement régulière des coûts cachés relativement importants pour le financement public. Est-ce que c'est réservé à des très gros projets, ou est-ce qu'on peut monter des petits PPP ou des PPA qui soient moins importants pour des collectivités moins importantes? Alors, c'est un outil qui a été beaucoup utilisé pour des projets d'envergure relativement importante, mais qui ont tendance effectivement maintenant à se caler sur des projets de plus petite envergure. Il faut quand même que on est souvent sur des projets quand même qui nécessitent une exploitation relativement longue, donc qui ont une envergure relativement importante. Parce que la logique, c'est plus, si vous voulez, la logique fondamentale, c'est d'aborder le financement du projet comme un financement sur l'ensemble de la durée de vie de l'actif économique. L'ensemble de la durée de vie, c'est-à-dire qu'on ne se focalise plus sur, par exemple, le coût d'acquisition d'une infrastructure, mais sur le coût d'acquisition plus l'exploitation de l'infrastructure. Puisque D'accord. Donc on prend le projet dans sa globalité. Voilà. Ce qui permet en fait de diluer les risques et de répartir les risques entre le CAPEX et ce qu'on appelle les CAPEX et les OPEX. D'accord. Bon, donc alors, ça veut dire que ce type de projet est montable, entre guillemets. Je sais qu'au Sénégal, par exemple, il y a une nouvelle législation qui permet de le faire de façon beaucoup plus sécurisée qu'auparavant. Et donc, je pense que si on doit aussi alerter nos collectivités qui nous écoutent aussi bien que les entreprises françaises, c'est comme l'a dit Pedro,
je pense que l'ingénierie financière à l'international, ça ne s'invente pas, et donc il faut se faire accompagner. Et moi, s'il y a un message que je peux faire passer à ces gens-là, c'est tout simplement, il faut se faire accompagner, et c'est pas tout seul dans son coin qu'on va bricoler un PPP ou un PPA. Il faut forcément qu'on ait des gens qui peuvent le faire. Merci Benoît, excusez-moi d'être aussi court, mais c'est vrai qu'on a pas mal de retard. Sophie Lanternier, bonjour. Alors Sophie, vous allez parler de quelque chose que moi je ne connaissais absolument pas. Alors je le connaissais dans le domaine de l'eau, je ne savais pas que ça existait dans le domaine de l'énergie. Alors vous êtes au syndicat départemental de l'énergie de l'Ille-et-Vilaine. Oui, c'est ça. Alors Sophie, expliquez-moi un peu en quoi vous pouvez intervenir, syndicat d'énergie, en financement. Alors en fait, cette action est dans le cadre de la loi Oudin-Santini de 2005 qui a donné l'occasion aux acteurs publics d'abord chargés des services publics d'eau potable et d'assainissement de consacrer 1% de leur budget pour mener des actions à l'étranger dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et l'amendement Pinta en 2006 a ouvert également la possibilité aux acteurs publics de la distribution de l'électricité et du gaz de consacrer également 1% de leur budget pour des actions dans le domaine de la distribution de l'électricité et du gaz. C'est ce qu'on appelle communément le 1% énergie. Donc, ce qui veut dire que 1% de votre budget peut être destiné à l'intention, entre guillemets, de collectivités ou de la coopération internationale avec des collectivités étrangères et que chaque syndicat d'énergie, comme vous, en Ille-et-Vilaine, peut faire ce genre de choses. Oui, tout à fait. Alors, il y a juste une précision. On est sur un budget, quand on parle d'1% de son budget, c'est le budget mobilisable qui, en fait, correspond aux ressources collectées auprès des usagers. Donc, si on prend le budget global annuel du syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, on est sur 45 millions d'euros par an. Mais la part de recettes qui provient des recettes des usagers, c'est la recette de la TCCFE, la taxe finale sur l'électricité, qui est de 10 millions d'euros par an. Donc, c'est pas l'intégralité de notre budget. Et donc, potentiellement, on peut consacrer 100 000 euros par an à des actions de coopération décentralisée. Donc, on est loin de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est plutôt dans les coopérations départementales, région par région, en fait, on va pouvoir saisir ce genre de choses, parce que je suppose que vous ne dispersez pas, vous essayez de concentrer finalement vos financements. Oui, tout à fait. Alors, ce dispositif, il est ouvert à toutes les collectivités, donc que ce soit les communes, les EPCI, les établissements de coopération intercommunale, ou les syndicats mixtes en charge de la distribution de l'électricité et du gaz. Donc, les syndicats d'énergie, il y en a un par département en France. Après, tous les syndicats d'énergie n'interviennent pas, n'ont pas forcément enclenché le 1% énergie. Après, ce sont les élus qui délibèrent d'un syndicat à un autre. Je pense qu'il doit y avoir une dizaine de syndicats d'énergie en France qui mènent des actions dans le cadre de la coopération décentralisée. Après, chaque syndicat, chaque élu va délibérer mener des critères différents. Donc, il y a différents types. On peut soit intervenir dans le cadre de jumelage avec des collectivités étrangères. Ça peut être aussi du soutien, un apport via des subventions apportées à des ONG françaises ou étrangères, notamment avec Électriciens sans frontières. Il y a différentes façons d'intervenir. Dans le cadre du syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, l'action 1% énergie est mise en place depuis 2013. Et certains critères ont été arrêtés par les élus, notamment dans une logique de territorialisation. Ils ont souhaité que les projets soutenus dans le cadre de la coopération décentralisée soient d'abord financés en partie par une collectivité adhérente au SDE 35, donc par une collectivité délibérée. C'est une logique locale ou aussi de développement local. Excusez-moi, mais merci beaucoup, Sophie. Moi, j'ai découvert cette facilité. Je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Et en tout cas, ça montre qu'il y a aussi des champs des possibles. On va clôturer ce débat. Et je vais peut-être appeler deux personnes qui sont à la fois M. Meunier, Philippe Meunier de la région Rhône-Alpes et à la fois Isabelle Boudinot de la région de Nouvelle-Aquitaine. Deux vice-présidents tout simplement de collectivités importantes, deux vice-présidents qui sont aussi des acteurs, en fait, qui sont des acteurs directs. Alors, pour tout vous dire, on n'a que 10 minutes, donc c'est relativement court.
Je vais commencer par vous, Isabelle Boudinot, puisque je crois que Philippe Monnier est pas exactement en face, mais on le rattrapera peut-être. Alors, vous êtes vice-présidente en charge de l'Europe et de l'international de la Nouvelle-Aquitaine. Racontez-moi comment vous voyez la coopération internationale et qu'est-ce que vous y consacrez finalement, et en quoi vous êtes une actrice du sujet. Alors, nous, c'est ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire de région à région, en ce qui nous concerne, nous, les régions, évidemment. Et donc, il s'agit pour nous de déployer des actions qui s'appuient sur nos richesses locales. Vous avez, par exemple, au cours de cette journée, eu plusieurs interlocuteurs sur lesquels nous-mêmes on s'appuie. Je pense à l'entreprise Fonroche, où vous avez eu Herma Énergie, enfin je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, on s'appuie sur ces partenaires qui sont des entreprises. On s'appuie également sur des ONG qui travaillent vraiment parfaitement bien, qui sont Initiative Développement ou sur les questions plutôt agricoles avec AgriSud. Et puis, bien sûr, en tant que collectivité, on s'appuie également sur le MAE, qui nous soutient sur beaucoup de nos destinations, et notamment nous, les deux pays d'Afrique sur lesquels on intervient là, sur les questions d'électricité, c'est le Sénégal et le Burkina Faso. On a à chaque fois le MAE à nos côtés, et puis on a aussi l'AFD. On a eu l'occasion de les entendre. Tout le monde fait appel maintenant à l'outil qui s'appelle FICOL et qui est effectivement très, très pratique pour pouvoir financer des actions sur le territoire. Et quel est le montant global du budget que vous consacrez à la région sur la coopération internationale? Oh, la coopération décentralisée, au total, on est sur quasiment 2 millions d'euros. Ah oui, quand même. Ah oui, non, c'est pas un petit budget. Alors, il faut dire qu'on est la plus grande région de France, qu'on a fusionné en 2015 le Limousin, Poitou-Charentes et l'Aquitaine, et qu'on a fait le choix, notre président a fait le choix de ne supprimer aucune des destinations avec lesquelles chacune de ces régions travaillait. Bon, c'est pas que de la coopération décentralisée nord-sud. On a aussi dans ce budget de la coopération avec des pays européens. On a notamment un très fort partenariat avec le Land de Hesse, avec lesquels d'ailleurs on a un bureau en commun à Bruxelles. D'accord, donc c'est une coopération européenne élargie en fait dans laquelle vous agissez. Voilà, tout notre budget, c'est pour la coopération décentralisée. Voilà, on a quand même 12 coopérations décentralisées, c'est quand même pas rien. Et on a vraiment des actions très fortes sur le Sénégal, le Burkina Faso et puis Madagascar, pour ce qui concerne le continent africain et l'île à côté. Est-ce que c'est la même chose en région Rhône-Alpes? Alors, je ne sais pas si Monsieur Monnier est connecté ou si c'est Bruno Chiaverini. Ah, je vois Bruno Chiaverini. Marc, bonjour, je suis chargé d'écouter Philippe Monnier, donc je vous prie de nous excuser, mais il n'arrive pas à se connecter. Il y a un problème avec son smartphone, et donc il m'a demandé au pied levé d'essayer de le remplacer, ce que je fais bien volontiers, Marc, avec votre... C'est le même type de budget, je demandais le budget en coopération décentralisée pour la région Rhône-Alpes, c'est le même type de budget qu'on retrouve et c'est les mêmes types d'actions, comment tu vois ça? Alors, pour dire la vérité, notre budget est quelque peu plus important que celui qui vient d'être mentionné, quasiment, je ne veux pas dire le triple, mais on est quasiment à ce niveau-là, sachant que effectivement, comme la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons des coopérations dans le monde entier, même si l'éventail s'est resserré, de la Chine aux États-Unis, en passant bien entendu par le continent européen, mais que nous avons priorisé depuis 2016 avec le nouvel exécutif que dirige Laurent Wauquiez, donc la francophonie économique. Et donc on a voulu ici, et les élus ont souhaité, que le thème de la francophonie économique soit décliné très concrètement dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises. Donc ici, c'est une priorité qui mobilise non seulement le conseil régional, mais également, comme l'a dit Madame la vice-présidente, tous ceux qui en Auvergne-Rhône-Alpes, et Auvergne-Rhône-Alpes est aussi une grande région, s'occupent de francophonie et qui agissent concrètement dans ce domaine pour répondre à des besoins de nos partenaires, notamment des partenaires du Sud, mais pas uniquement au Sud. Et donc, il s'agit effectivement de développement économique gagnant-gagnant, dans lequel nous créons de la richesse ici et là-bas, et nous créons des emplois ici et là-bas, et tout le monde s'y retrouve.
Ok, merci. Alors, je suis désolé, mais je dois absolument conclure ce débat à 18h30 puisque sans ça, après, effectivement, ça s'arrêtera tout seul, en fait, pour tout vous dire, puisque tel que c'est programmé. Donc, je voulais vous remercier à tous. Alors, d'abord, des collectivités qui ont participé, donc vos homologues africains qui ont participé un peu partout. Vous en connaissez beaucoup, et donc, Madame la vice-présidente, je pense que c'est forcément quelque chose qui vous tiendra à cœur aussi, parce que il y a presque 200 collectivités qui sont connectées, 200 décideurs de collectivités qui sont connectés, de 90 collectivités. Je trouve ça super. Et pour vous dire que ce panel sur le financement n'est qu'un début finalement. Et je pense qu'il appelle de la part de vous tous à contacter sur la plateforme des rencontres africaines chacun des acteurs et voir comment vous pouvez en fait faire des choses avec eux et voir comment vous pouvez travailler avec eux. L'AIRF, est-ce que Bruno Keverini veut prendre la parole pour l'AIRF, étant donné que c'est une institution qu'il connaît bien, pour apporter un mot de conclusion dans la minute 30 qui nous reste? Marc, je voudrais simplement, moi, au nom de l'AIRF, puisque j'en suis aussi le délégué général, je voudrais que tout le monde comprenne bien l'intérêt de ce réseau multilatéral qui rassemble toutes les collectivités, ou en tout cas qui a vocation à rassembler toutes les collectivités locales de niveau régional de l'espace francophone. Et donc, il est de notre intérêt commun et conjoint, région française, région du continent africain et au-delà, de travailler tous ensemble. Parce que travailler tous ensemble, ça veut dire être plus forts tous ensemble et créer des opportunités de développement qui soient réellement gagnantes pour tous les membres du réseau. Et donc, j'insiste sur cette ambition qui est partagée, même si l'AIRF est domiciliée aujourd'hui à Lyon. Tout le monde doit rejoindre l'AIRF et tout le monde doit travailler à rendre très opérationnelle la francophonie économique. C'est vraiment un intérêt que nous partageons avec tous. Bah, écoute, moi j'ai été ravi d'animer cette journée, je trouve qu'elle est exemplaire en tout cas, et ça demandera plus qu'à peut-être la renouveler sur d'autres filières et sur d'autres secteurs. Merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir écouté toute cette journée, et à tous les acteurs. Je crois qu'on était plus de 600 connectés aujourd'hui, donc je ne sais pas combien sur cette séquence, mais merci à vous tous, à très bientôt.